puisque nous sommes dans l'intimité, je peux finir ce que j'avais commencé à vous dire. Ça n'a aucune importance, mais enfin, quand on a commencé une conversation, il faut la finir. Bien, le XVIIIe siècle, c'est le moment. Le XVIe, c'est la plus belle poésie française. Le XVIIe, c'est le plus beau théâtre. Le XVIIIe, c'est la plus belle prose et les plus beaux meubles. Or, j'aime la prose et j'aime les meubles. C'est donc une des raisons principales pour lesquelles j'ai essayé de vivre. Je ne dis pas avec, mais auprès de la prose du XVIIIe siècle et dans les meubles de la même époque. À cela, il faut ajouter une autre chose. J'ai l'esprit critique. Les gens du XVIIIe avaient l'esprit critique. Et à mon avis, ils l'avaient très mal orienté, en ce sens qu'ils avaient foi dans toutes les bêtises du monde et ils ne croyaient pas en Dieu. Moi, je ne crois qu'en Dieu et je ne crois pas dans les choses du monde. Voilà la seule différence. J'ai comme eux l'esprit critique. Bien. Maintenant, on va parler un peu de Karl Marx. Ce qui est tout autre chose, ce qui est la grossièreté du XIXe siècle, ce qui est l'ignominie du XIXe siècle, ce qui est la malpropreté. Le contraste est tellement éclatant de la lourdeur, de la laideur, de la grosseur, de la pédanterie, que vraiment, je vous avouerai, j'ai souffert de préparer cette conférence. Et celle de demain. Mais enfin, messieurs, il y a du plaisir en toutes choses, si l'on sait rendre grâce à Dieu, et si l'on garde son ironie. Je crois, voyez-vous, qu'il existe un rapport intime, essentiel, entre la vie de chacun et la personnalité de chacun. Il y a des gens qui ont une âme molle et qui ont des vies molles. Il y a des gens qui ont une âme haute et qui ont des vies hautes. Il y a des gens qui ont des âmes hardies et qui ont une vie hardie. Il y a des gens qui ont des âmes velues et qui ont une vie velue. Il y a des gens qui ont une vie hérissée et qui ont des âmes hérissées qui ont une vie hérissée. Eh bien, la vie de Karl Marx est une vue constamment colérique, comme cela. Donc, je pense que ma théorie n'est qu'une théorie, c'est-à-dire qu'elle est partiellement fausse. Et tout de même, je vais vous donner, dans le cas de Karl Marx, un exemple extraordinaire de la ressemblance du caractère d'un homme avec sa vie. C'est un exemple extrêmement typique. C'est une âme toute hérissée, c'est une âme qui avait un peu la forme d'un hérisson en mauvaise humeur. Il descendait de juifs de Rhénanie, extrêmement juifs. Et pour comprendre sa psychologie, il faut vous rappeler quelle était la situation des juifs de Rhénanie, tout à fait différente de celle des juifs de France. Vous aviez en Rhénanie partout des ghettos. Mais les Juifs étaient en même temps extrêmement puissants parce qu'ils étaient ou bien tenanciers d'auberge. Qu'est-ce que ça veut dire d'être tenancier d'auberge? Ça veut dire que les gens viennent se saouler chez vous. Par exemple, vous savez ce que c'est que se saouler? Bien. Et quand on est sous, on ne fait pas attention à ce qu'on dépense, mais on dépense. Et quand on a fini de boire, le cabaretier s'est dit, monsieur monseigneur, il y a une petite note. Oh, la période. Non, monseigneur, il suffit que vous payiez, il suffit que vous signiez ceci qui est une hypothèque sur votre domaine. En 20 ans, on a tous les domaines des environs. Ce que je vous raconte a l'air d'une histoire malpropre. Mais si vous cherchiez l'origine de la fortune des Rothschild, qui avait une auberge qui s'appelait à l'Écu Rouge, Rothschild. Ou si vous cherchez même, et ceci vous amusera peut-être, l'origine de la fortune de la famille de Bergson, c'est pareil.
les arrière-grands-pères de Bergson étaient des juifs qui avaient une auberge bien tenue avec le meilleur vin et le meilleur aquavit de Pologne à la sortie de Varsovie, à l'endroit où passaient les seigneurs après avoir été votés et s'être entre insultés. Ils avaient soif, ils buvaient et ils signaient des actes. Aussi, en 50 ans, l'arrière-arrière-grand-père de Bergson fut-il une énorme fortune, et fut-il le père, l'ancêtre en Allemagne des Mendelssohn Bartholdy, et dont l'un d'entre eux épousa un Bergson. Le père de Bergson fut un artiste, etc. Vous voyez donc quel était le statut à la fois vil et puissant des Juifs de Rhénanie. Il y avait une autre espèce de Juifs de Rhénanie qui était encore bien plus haut. C'étaient les Juifs qui étaient les financiers et les usuriers pour les seigneurs. Presque, vous le savez, il y avait en Allemagne un pullulement de petits princes. Et tous ces petits princes dépensaient plus ou moins. Et ils avaient tous leurs juifs. Chacun avait son juif. Et alors, il y avait donc des familles juives. Et quand ces familles juives étaient assez riches, elles devenaient ensuite acheteurs de biens, marchands de biens et marchands de bétail. Ce qui faisait que toute la Rhénanie et l'Alsace étaient couverts de marchands de biens et de marchands de bétail juifs. J'ai appris ça dans les cahiers des États généraux, où ils étaient tellement détestés que toute la région d'Alsace et même de Lorraine demandaient qu'on les obligeât à faire du travail physique dans les champs. Les Juifs de Rhénanie étaient donc des gens qui s'étaient frottés aux princes, qui s'étaient frottés à la société, et dans le courant du XVIIIe siècle, on supprima les ghettos, ce que regrettèrent les rabbins. Mais on ouvrit les rangs de la société aux Juifs, qui commencèrent, à cause de leur intelligence très vive, très rapide, à prendre une place importante. La famille de Karl Marx était une famille de rabbins. Or, à cette époque-là, pour les Juifs, les rabbins étaient une aristocratie. Pas une aristocratie d'argent, mais une aristocratie d'intelligence et de réelle dignité morale. Seul le père de Karl Marx n'avait pas suivi la tradition. C'était un homme doux, calme, brave homme, et il était devenu avocat. Il s'appelait Hirschel, et pour se rendre plus acceptable pour les chrétiens, il avait transformé son nom de Hirschel en Henri. Il s'était fait avocat, il avait épousé une bonne petite juive qui ne savait ni lire ni écrire, mais lui-même avait une très bonne situation dans la ville de Trèves. C'était une des vieilles villes allemandes où les Juifs étaient respectés car il y avait un vieux ghetto. Sa femme était au contraire une bonne personne du ghetto qui ne savait ni lire ni écrire, qui parlait yiddish et très mal l'allemand, mais leurs enfants étaient élevés selon la volonté du père pour s'élever au-dessus. Ils eurent 7 ou 8 enfants, je dis 7 ou 8 parce qu'il y en a qui sont morts, qui ont vécu, mais en réalité, le seul qui fut pour le père un véritable espoir, c'était Karl, l'aîné. Parce que dès le début de son existence, le petit Karl Marx fut un enfant d'une vitalité, d'une intensité et d'une intelligence tout à fait précoce. Le père, malgré son travail, n'avait encore que des gains limités, et plutôt que de répartir les dépenses d'éducation sur tous ses enfants, il consacra tout son argent disponible à l'éducation de Karl, dont il voulait faire un chef-d'œuvre, un grand avocat comme lui, ou quelque chose de ce genre-là, ou un professeur même, car en Allemagne, ce titre est très respecté. Et dès le début, on mit à Trèves Karl dans le meilleur
gymnasium, dans le meilleur lycée, et on lui consacra tout le temps qu'il voulut, tout l'argent qu'il voulut à acheter des livres et à acheter toute une série de choses. Il était né en 1818 et son père, au bout de quelque temps, décida de prendre la religion protestante, lui et toute sa famille. C'était en réalité une formalité pour être sûr d'avoir une clientèle plus facile et pour assurer à ses enfants un avenir moins difficile dans un monde moins hostile. Parce que malgré tout, si le juif, avant son émancipation, n'était pas toujours bien vu, il le fut beaucoup plus mal quand il eut été émancipé et quand il entra en concurrence dans tous leurs métiers avec des Allemands chrétiens, mais qui avaient la lourdeur allemande, la lenteur allemande, la pesanteur allemande. J'ai vu ça aux États-Unis quand j'enseignais. Quand j'avais des classes dans la région de Chicago où il y avait 1 ou 2 juifs, ils levaient toujours la main pour répondre au moins 50 secondes avant les premiers anglo-saxons. J'avais été obligé de créer une sorte de handicap de façon à donner aux anglo-saxons la faculté quelquefois de répondre, mais la rapidité de réaction des juifs était quelque chose de fantastique. Moi-même, dans mon enfance à Condorcet, j'avais des petits juifs dans la classe, mais ils n'étaient pas tellement malins. Et au fond, ce qui fait que je les connais bien, c'est que je réagissais psychiquement aussi vite qu'eux. Et alors nous ne nous aimions pas du tout parce que nous étions en concurrence sur un pied d'égalité qu'ils ne trouvaient pas aussi agréable que moi je le trouvais amusant quelquefois. Et j'en ai profité, je dois dire, un peu trop. Donc, Karl Marx était quelque chose d'un peu extraordinaire. Il était petit, il était noir, il avait des yeux de feu et une vitalité du tonnerre. Et tout de suite, je vais vous lire de lui une description qui vous amusera. Naturellement, il n'a plus l'âge de 2 ans. Je vous le montrerai à l'âge de 22 ans. C'était déjà un jeune homme qui avait une formation, mais c'était tout de même encore un très petit jeune homme. Voici ce que je peux vous dire sur lui, vu par un non-juif de l'époque. Ses gestes étaient, avec son Marx, était le type de l'homme énergique, volonté de faire, conviction inébranlable. Il était également curieux quant à son aspect extérieur, avec son casque de cheveux noirs, ses mains velues, son manteau boutonné toujours de travers. Il avait pourtant la mine d'un monsieur qui a le droit et la force de demander le respect aux autres, quelle que fût sa façon d'agir. Ses gestes étaient anguleux mais impérieux et témoignaient d'un homme qui s'estime. Toutes ses manières blessaient les usages reçus, mais elles étaient empreintes de fierté et même de mépris. Sa voix était perçante et métallique. Elle convenait merveilleusement au jugement péremptoire qu'il portait sur choses des gens. Entre lui et ses camarades, dès l'école, s'élevèrent des discussions interminables. Vous le voyez donc s'agitant. Son père l'envoya d'abord à l'université de Bonn, qui était la plus proche, pour lui faire des études de droit. Mais, au fond, il ne mordait pas au droit. Le droit l'ennuyait et il n'eut qu'un demi-succès à l'université de Bonn. Ce qui était d'autant plus fâcheux pour lui qu'il était amoureux. Il avait jeté son dévolu sur une jeune personne, il faut que je me la fasse en violet, sur une jeune personne qui était jolie, intelligente ou bien née. Vous pouvez voir, et qui s'appelait Jenny von Westphal. Son père était un haut fonctionnaire, avec une assez grosse situation dans le gouvernement. Sa mère était une noble,
Il avait une certaine fortune, elle était jolie, c'était la fille qui dansait le mieux de tout Trèves, et avec tout ça, elle fut fascinée par ce petit juif excité, vulgaire, mais puissant. Elle fut séduite et leur amour fut réciproque depuis le début jusqu'à la fin de leur vie. Cette femme qui avait été une bonne luthérienne, dans un milieu assez riche, avec une large aisance, entourée de respect, de serviteurs et avec une grande facilité de vie, n'hésita pas à se marier avec ce petit juif. Elles étaient, au moment où je vous parle, elles sont fiancées avec ce petit juif pauvre, excité, lancé dans une aventure compliquée qui devait l'amener ensuite à la pauvreté, comme je vous le raconterai, à des scènes presque horribles, qui devaient l'obliger à tous les sacrifices du monde, mais à aucun moment leur intimité et leur amour conjugal ne fut troublé. Il faut dire que dans la vie de Marx, c'est la seule lumière pure et éclatante. Tout le reste, à peu près tout le reste, est malpropre. Donc, il avait échoué à l'université de Bonn et il avait pourtant réussi à se fiancer, mais les futurs beaux-parents n'étaient pas très satisfaits. Tout de même, on avait laissé la jeune fille se fiancer. Le père admirait son fils, mais s'inquiétait de sa violence. Pourtant, il fit encore le sacrifice de l'envoyer à l'université de Berlin, qui était alors la grande université la plus en vue en Allemagne. Elle avait en effet eu, depuis 1825, les cours passionnants et sensationnels de Hegel, qui avait fait courir toute l'Allemagne et qui avait attiré même une clientèle internationale. Karl Marx arrivait à Berlin au moment où Hegel était sur son déclin, mais tout de même encore très fameux, très grand, et il rencontrait un nombre considérable d'étudiants et un nombre considérable de professeurs de premier ordre. Berlin était à ce moment-là un centre de travail très particulier comme le sont, et comme l'étaient, ils sont peut-être encore les villes allemandes. L'Allemagne est un des pays où les étudiants travaillent le plus dur, dans les conditions les plus dures. À la bibliothèque, il faut 48 heures pour avoir un bouquin, etc. Mais les étudiants ont très peu de facilité. Mais en même temps, ils ont le sentiment que ce qu'ils font est d'une telle importance et d'une telle dignité, et ils sont si respectés dans la ville qu'ils le font avec une sorte d'enthousiasme sourd. Karl Marx se jeta dans ce travail philosophique avec furie et passion. Le jour, il allait au cours, la nuit, il écrivait des drames, des poèmes, des essais, des dialogues philosophiques. Il couvrait des kilomètres de papier et il remplissait sa chambre d'étudiant de paperasses couvertes de son écriture. Pourtant, il n'aimait pas Hegel. Tout de suite, il considéra Hegel comme un théoricien dépassé, trop abstrait, qui ne tenait pas la réalité d'assez près. Et bien qu'il fît partie des jeunes hegeliens, l'homme qui imprima sur lui, pendant cette période de Berlin, son influence la plus profonde, ce fut Ludwig Feuerbach. Celui-là, je le mets en orange, c'est bien la couleur qui me change. Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach était le fils d'un très fameux juriste allemand. Mais lui-même avait commencé sa carrière comme un disciple dissident
et ennemi de Marx. Il s'était lancé avec fureur, pas de Marx, je veux dire, de Hegel, il s'était lancé avec fureur dans la voie du matérialisme. Feuerbach était, et en Allemagne, le grand ennemi du christianisme. Il n'était pas le seul, mais il était celui qui apportait dans la lutte contre le christianisme la plus grande violence. En effet, il a fait un livre qui s'appelait La critique du christianisme, qui est apparu en 1841. Ce livre, qui a été au fond le point de départ des travaux du jeune Marx, ce livre était un livre où il s'efforçait de montrer que l'homme doit être pour l'homme l'être le plus haut qui existe. L'homme doit être pour l'homme le début, le centre et la fin de sa propre religion. Il cherchait à montrer que les idées ne sont que des reflets de la nature et que les dieux ne sont que des personnifications des sentiments humains. Tout cela, il le développa dans son livre « L'essence du christianisme », paru en 1841 et dont Karl Marx fut un lecteur enthousiaste. Malheureusement, à cette époque-là, son père mourut. Et la facilité de vie qu'il avait eue jusqu'alors, car son père l'admirait et lui envoyait tout l'argent qu'il voulait, brusquement fit place à 1000 difficultés. Il fallut donc qu'il s'occupât de gagner la vie. Et pour lui, gagner sa vie ne pouvait être qu'écrire. Et il commença à écrire dans une revue socialiste qui s'appelait les Annales, un certain Ruge. Ruge était un socialiste moins violent que Marx. Par conséquent, Marx, au bout de quelque temps, s'est brouillé avec lui. Et enfin, il a commencé à gagner de l'argent dans les Annales de Ruge. Il commença là à travailler sur les thèses et sur les traces de Feuerbach. Mais ensuite, il apprit que se fondait à Cologne une gazette rhénane que le même Ruge essayait de monter. Et Ruge, qui avait admiré son talent dans ses articles des Annales, lui publia ses premiers articles et le fit ensuite directeur de cette revue. C'était pour ce jeune homme déjà une gloire, mais c'était aussi une chance car ça lui permettait d'épouser Jenny von Westphalen. C'est à partir de ce moment-là qu'il se maria. C'est à cette époque-là qu'il se maria. Il se maria, il n'avait pas beaucoup d'argent, sa femme en avait un peu, et surtout ce qui est assez pittoresque. La belle-mère, en donnant à la femme un trousseau et en donnant à la femme une certaine du linge, y ajouta une servante, Hélène, la chère Hélène, qui les suivit pendant toute leur vie. Ainsi cet homme, dont l'existence va se consacrer à lutter contre toutes les formes d'asservissement, a profité pendant toute sa vie de la forme la plus simple, la plus touchante, aussi la plus belle, de l'attachement d'un être à l'égard d'un être, car cette brave jeune fille qui est entrée chez eux à l'âge de 23 ans, y est restée jusqu'à leur mort et jusqu'à sa mort. Et Hélène était pour eux à la fois une servante, mais aussi le rappel de la réalité humaine, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, dans la Gazette rhénane, Marx fit des articles sensationnels. Le plus sensationnel fut un article sur la question juive en Allemagne.
Les gens débattaient la question juive, les gens disaient « faut faire ci, il faut faire ça, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et Marx dit « c'est très simple, il n'y a qu'une chose, il faut que les Juifs renoncent entièrement à leur religion, et alors sur ce plan-là, une fois ayant renoncé complètement à leur religion, qu'ils exigent et qu'ils obtiennent le même statut que tous les autres Allemands. » C'était, vous le voyez, suivre les idées et les théories de Feuerbach. C'était d'une singulière audace, à un moment où il y avait encore en Allemagne une grande majorité de Juifs croyants, et pour quelqu'un dont les 12 ancêtres avant son père étaient tous des rabbins. Cependant, cet article-là et les autres, rédigés avec une force de dialectique extrêmement grande, eut un gros succès, et la Gazette rhénane, en 1942, réussit très bien. Malheureusement, en 1943, il y eut une polémique contre la Gazette d'Augsbourg qui citait pour le réfuter des socialistes français. Or, Marx connaissait mal le français et n'avait jamais lu aucun ouvrage d'un socialiste français. Il s'en tira par des subterfuges parce qu'il était malin, mais il considéra qu'il avait été battu et au bout de quelque temps, comme l'autorité prussienne commençait à soupçonner la Gazette rhénane d'être par trop extrémiste, il se laissa chasser de la direction et il donna sa démission pour venir à Paris. Avec femme, servante et enfants. Il avait bien travaillé, il en avait déjà 3. À Paris, c'est le Paris de Louis-Philippe. Un Paris plein de loges maçonniques, d'agitation politique et de cette agitation socialiste dans laquelle se coudoyaient Proudhon, Louis Blanc, Cabet, Fourier, les disciples de Saint-Simon parce qu'il était mort, et puis les agitateurs comme Barbès et Blanqui. C'était, vous le voyez, un tourbillon extrêmement pittoresque, mais que Marx, après l'avoir trouvé amusant, a trouvé tout à fait inférieur à ce qu'il y avait en Allemagne, car il a pensé que tous ces Français étaient des théoriciens vagues, qui ne descendaient pas dans le plus profond de la question. Il essaya de fonder pour vivre une revue qui s'appelait les Annales franco-allemandes. Ces Annales franco-allemandes furent très vite uniquement allemandes, parce qu'aucun Français ne voulut accepter d'écrire avec lui. Il s'était battu avec tout le monde. Et, en fin de compte, ce ne fut pas un gros succès, comme voyez-vous. Les années passaient, et à Paris, les Annales franco-allemandes publièrent quelques numéros, mais surtout, les Annales franco-allemandes lui donnèrent l'occasion de rencontrer quelqu'un qui devait être, pendant toute sa vie, son ami le plus intime, son aide le plus grand, et vraiment son acate. Cet homme s'appelait Engels. Il était le fils d'un industriel de Rhénanie très riche, lequel avait des usines en Rhénanie et d'autres usines en Angleterre. Et Engels circulait entre la Rhénanie et l'Angleterre. C'était un garçon beaucoup plus civilisé que Marx, mais déjà orienté dans le même sens que lui. Et c'était un garçon, il le rencontra en septembre 1844. C'était un garçon qui avait une intelligence plus systématique, un peu plus lente, mais peut-être mieux réglée que celle de Marx, mais qui avait une personnalité solide, mais moins brillante. Et quand il eut rencontré Marx, il s'attacha à lui et il devint
son serviteur en même temps que son ami, et surtout ce qui était essentiel, son pourvoyeur d'argent. Une fois qu'ils furent ensemble, ils décidèrent de publier un essai. Et comme presque tous les essais de Marx, ce fut un essai contre quelqu'un. La carrière de Marx est une très curieuse carrière. Elle s'est déroulée surtout dans des polémiques extrêmement violentes contre les gens qui avaient presque les mêmes idées que lui, presque les mêmes tendances que lui. Il livrait une bataille frénétique contre le capitalisme, mais il ne tolérait pas, à côté de lui, quelqu'un qui ne lui donnât pas un assentiment total ou qui n'adhéra pas d'une façon absolue à ses théories. Donc, il publia avec Engels la Sainte Famille, qui en réalité était une critique de tout ce qu'il voyait en France comme théorie socialiste, et également de l'attitude de ce Rouge avec lequel et pour lequel il avait travaillé. En même temps, il liquidait ce qu'il pensait de Hegel. De Hegel, il gardait pourtant quelque chose. Hegel avait transformé la philosophie, et au lieu de la vieille logique qui était celle de Descartes et des philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle, Hegel avait adopté la dialectique, c'est-à-dire que pour Hegel, il y avait thèse, antithèse et synthèse. Hegel appliquait cette technique aux idées. Marx l'appliqua aux faits. Par exemple, pour lui, thèse, c'était la bourgeoisie. Antithèse, c'était le prolétariat. Synthèse, c'était le communisme. Messieurs, je crois que je vais éclater de chaleur. C'est très chaud ici, vous savez. Non, peut-être plutôt une fenêtre. Ah oui, à moins qu'il ne fasse trop de bruit. Merci bien. Vous n'avez pas trop chaud aussi? Oui. Oui, mais enfin. Non, ça fait courant d'air, ça. Pas de courant d'air. Pas que vous vous enrhumiez. Bien. Donc, vous voyez quelle était la transformation. La thèse de Hegel, c'était la transformation d'une logique formelle en une logique, si vous voulez, d'opposition et de mouvement. Et Karl Marx la rapportait au social uniquement et ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Son grand ennemi à ce moment-là fut Proudhon. Proudhon était beaucoup plus intelligent que lui, mais Proudhon était beaucoup plus fantaisiste. Marx avait été fasciné par la formule de Proudhon, lequel avait dit « la propriété, c'est le vol ». Et ça avait enchanté Marx, parce qu'il n'aurait jamais trouvé ça tout seul. Mais ensuite, quand il a vu toutes les autres théories de Proudhon, qui était un individualiste, alors que lui était un collectiviste, qui était un libertaire et qui était un homme de beaucoup de goût, de raffinement, qui aimait la littérature et les arts, ils se sont battus comme des chiffonniers. Et plus tard, Marx a consacré tout un essai à insulter Proudhon. Mais enfin, il s'est tellement agité à Paris, il a tellement écrit qu'un beau matin, la police est arrivée chez lui et a expulsé Karl Marx, Madame Marx, la servante Marx et tous les bébés Marx. Ils sont tous allés à Bruxelles. Ils sont allés à Bruxelles avec l'argent de Engels. Parce que naturellement, Karl Marx n'avait plus d'argent. Et c'était Engels qui payait, comme il allait payer presque tout le temps. À ce moment-là, alors, à Bruxelles, qui était, si vous voulez, un méli-mélo, what you would call in English a melting pot, un méli-mélo de toutes les races, de tous les pays, de tous les endroits. Il s'est beaucoup amusé, car il y avait des réfugiés à peu près de tous les pays d'Europe et de toutes les races d'Europe, et beaucoup de juifs. Donc, il a été très heureux. Il y avait une association ouvrière dont il a fait partie, et il a écrit un ouvrage extrêmement violent qu'il appelait « L'idéologie allemande ». Cet ouvrage était en réalité consacré à insulter Feuerbach.
Je vous ai expliqué qu'il avait été le disciple de Feuerbach, mais je rentrerai dans plus de détails demain. Feuerbach était un matérialiste, tout de même encore avec des gants, qui ne faisait pas entrer dans ses préoccupations la vie physique de l'être humain. Vous m'entendez? La vie physique. Au contraire, Marx disait, non, la vie physique est aussi importante que tout le reste. L'homme est un être physique et toute votre théorie est rendue fausse par le fait que vous n'en tenez pas compte. Donc, c'était là l'idée maîtresse de cet ouvrage qui était long, compliqué, et que vous passeriez environ 6 semaines à lire sans bien le comprendre, mes chers amis, comme moi-même. Et après avoir écrit l'idéologie allemande, il s'est fait un bon nombre d'ennemis, il s'en a fait une autre proportion considérable en écrivant Misère de la philosophie. Proudhon venait d'écrire à Paris un livre qui s'appelait La philosophie de la misère. Et pour montrer que Proudhon était un C-O-N, il a écrit le contraire, c'est-à-dire la philosophie de la misère, pour montrer que les Français étaient des individualistes qui n'avaient rien compris à la profondeur concrète du problème social qui engageait l'homme dans son intégrité matérielle. Alors avec Engels, ils ont donc travaillé à l'Union des ouvriers, l'Association des ouvriers, qu'ils ont réalisé à faire une union socialiste, et ils ont écrit le grand ouvrage qui devait le rendre le plus fameux et qui s'appelle le manifeste communiste, que lui et Engels ont lancé à ce moment-là en 1847. Je vais vous donner une petite idée de cela. Le manifeste communiste est encore l'une des œuvres les plus fameuses de Marx. Voici quelques phrases. L'histoire de toute société est demeurée jusqu'à nos jours l'histoire d'une lutte des classes. Vous voyez, non? Tout de suite, on arrive au principe de la lutte des classes. La société bourgeoise, qui est née de la ruine de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe, elle n'a fait que remplacer par de nouvelles les anciennes formes de l'oppression, les anciennes conditions de combat. Il montrait donc comment, sous des formes nouvelles, le prolétariat était esclave, comme l'avaient été les serfs du temps passé. Il jouissait d'une certaine liberté, mais cette liberté était limitée du fait que pour vivre, ils devaient vendre leur travail et que leur travail n'était pas payé à son véritable prix. C'est là la grande théorie sur laquelle nous reviendrons demain. On ne peut pas parler maintenant de la vie et des théories. Je voulais vous donner une simple idée. Donc, ce manifeste a fait un bruit infini. Et à ce moment-là, fin 47, début 48, éclataient dans toute l'Europe, en France d'abord, ces révolutions maçonniques dont je vous ai déjà parlé, l'année dernière ou l'année d'avant. Dès qu'il sut et qu'il a pris la révolution de Paris, Marx a bondi à Paris en emmenant Engels, en emmenant Madame Marx, en emmenant Hélène, en emmenant les bébés. Tout ça s'est installé à Paris en mars 48. Paris était alors un tohu-bohu de manifestations, de bruit, de cris dans les rues et de réunions de clubs pour discuter des théories sociales. C'était un endroit où il était très heureux. Il y avait beaucoup de juifs, il pérorait au milieu des juifs et il espérait révolutionner la France. Mais la France était en train de se dérévolutionner. Et il se rendit très vite compte que le régime français était en train de devenir un régime bourgeois d'abord et ensuite militaire. Par conséquent, comme à cette époque-là, l'Allemagne, elle, s'agitait, comme Metternich avait été renversé, comme s'était réuni à Francfort un parlement national allemand, et il s'est précipité à Cologne pour travailler à la Révolution.
Ce travail a été pour lui, il faut l'avouer, assez décevant. Mais tout de même, à Cologne, il a créé la nouvelle Gazette rhénane. Il a cherché des amis qui lui ont prêté un peu d'argent, pas beaucoup. Il en a cherché d'autres qui lui ont prêté un peu, mais un peu moins. Dans cette nouvelle Gazette rhénane, il a fait de grands articles violents pour la Révolution. Mais pendant qu'il cherchait l'argent et qu'il publiait ses premiers articles, il y avait une réaction qui se produisait à Vienne et ensuite à Berlin, en sorte que, très vite, il se rendit compte de l'inutilité de la bagarre, d'autant plus que sa gazette perdait de l'argent. En fin de compte, sa gazette fut suspendue par la police et lui-même fut inculpé devant un jury. Il s'en tira acquitté par le jury. Mais il était déjà trop tard pour essayer de faire revivre la Gazette. Elle était moribonde. Ce fut la fin de la Gazette. Et alors, comme dans tous les navires qui naufragent, tous les anciens collaborateurs et tous les anciens capitalistes qui avaient prêté de l'argent réclamèrent à être remboursés. Et disons, pour une fois, l'honnêteté ou la bêtise de rembourser tout. Et après ça, il put retourner ses poches, il n'avait plus rien du tout. La femme avait vendu l'argenterie de sa mère et il restait tout juste les nippes qu'ils avaient sur le dos et un tout petit peu d'argent que leur avança Engels pour filer pour Paris. Paris encore. Mais là, c'était la misère la plus noire. Ils y restèrent quelques semaines, mais déjà la police, en France comme en Allemagne, circulait autour d'eux, il risquait d'être arrêté. Il a filé pour Londres avec Engels, où il devait s'installer pour la fin de sa vie à partir du mois de juin 1949. Sa femme, il l'avait laissée derrière, mais elle le suivit un mois après. Ils s'installèrent dans un petit taudis du quartier le plus populeux de Genève. Son ménage restait un ménage moderne, mais au milieu de tout ça, tout de même, la vie était extrêmement dure. Il eut successivement 5 enfants. Il eut les pires difficultés d'argent. Et jamais il ne réussit à se mettre au-dessus de ses affaires parce qu'il était obsédé d'une seule idée, le communisme. Parce qu'il était également d'un caractère extrêmement difficile et d'un contact humain difficile et qu'il n'avait aucun sens pratique. Par conséquent, ce fut la misère très dure, avec des incidents très pénibles, je vais vous en raconter un, et ce fut une vie vraiment d'efforts et de colère successivement. Parce que, malgré tout, il était entouré de juifs, il était entouré de sympathisants qui le poussaient à la révolte et qui le poussaient à faire quoi que ce soit. Voyez-vous, voilà comment sa femme raconte un incident de leur vie. Nous avions eu beaucoup de difficultés avec notre propriétaire et le lendemain, nous dûmes évacuer la maison. Il faisait froid, un temps pluvieux et sombre. Mon mari alla nous chercher un logis, mais personne ne voulait de nous, quand il parlait de nos 4 enfants. Finalement, un ami vint à notre secours et je me dépêcha de vendre tous mes lits pour payer le pharmacien, le boucher, le boulanger, le laitier, qui, inquiétés par le scandale de la saisie, vinrent m'assaillir de leurs factures. Les lits vendus sont emportés et chargés sur une charrette. À ce moment-là, incident. Le soleil était couché depuis longtemps et la loi anglaise défend de déménager la nuit. Le propriétaire arrive, escorté de constables, prétendant que nous emportons peut-être des objets qui lui appartiennent et que nous nous proposons de filer à l'étranger. En moins de 5 minutes, nous avons attroupé devant le seuil de notre maison 200 à 300 personnes, toute la populace de Chelsea. On rentre les lits, ils ne purent être livrés que de jour. Quand la vente des meubles nous eut mis en état de payer jusqu'au dernier centime, je gagnai avec mes chers gosses les 2 petites pièces de l'hôtel allemand Leicester Square.
où nous allions habiter désormais et où nous trouvâmes un accueil humain pour 5 livres et demi par semaine. Vous voyez quel genre d'existence misérable il menait. Mais lui, pendant ce temps-là, menait dans son esprit une existence de combat et de bataille où il était très joyeux. D'abord, il avait réussi en 1952 à envoyer des articles au New York Tribune, qu'il payait quelquefois. Ensuite, il a publié un essai assez brillant en 1951 sur le coup d'État du 18 Brumaire. Pas du 18 Brumaire, du 2 décembre. Il l'appelait le 18 Brumaire. Il analysait le travail qu'avait fait Napoléon III. Puis, il publiait des articles critiques d'économie politique. Il lançait des formules. Aigri, il s'en prenait à tout le monde. Il insultait chacun des socialistes plus connus que lui, de façon à les rabaisser. Un certain Kinkel, Liebknecht, qui fut plus tard l'un des gens très puissants en Allemagne, Urquhart, qui était un philosophe anglo-juif. Et de temps en temps, il parlait en public et il était tellement intelligent et concentré qu'il avait du succès. Surtout, il se brouillait et se battait. Entre 1857 et 1860. Monsieur Bertrison est demandé à la porterie. Monsieur Bertrison. Et 1867, sa vie n'est qu'une bataille constante. À propos de la guerre d'Italie, deux socialistes très connus, Lassalle et un autre, Vogt, V-O-G-T, défendaient l'idée que tout ce que l'Allemagne avait de mieux à faire, c'était d'accepter le fait de la création d'une Italie, de laisser l'Autriche sombrer et de se centrer autour de la Prusse. Lui, au contraire, prit la thèse contraire avec violence. Il les insulta et il se brouilla presque avec Lassalle, bien que celui-ci lui envoya de l'argent, l'aida, lui fit 1 million d'avance. En 1861, grâce à Lassalle, il put aller à Berlin voir des amis et il put ainsi reprendre contact avec l'Allemagne. En Angleterre, il essayait de créer une association ouvrière. En 1864, le 28 septembre, cette association ouvrière eut une grande réunion à Londres. Et c'est la première réunion de la première internationale ouvrière. Donc, 28 septembre 1964, grâce à Marx et à ses amis, première réunion de la première internationale ouvrière. Marx pérora en contact avec l'Allemagne. En Angleterre, il essayait de créer une association ouvrière. En 1864, le 28 septembre, cette association ouvrière eut une grande réunion à Londres. Et c'est la première réunion de la première internationale ouvrière. Donc, 28 septembre 1964, grâce à Marx et à ses amis, première réunion de la première internationale ouvrière. Marx, il pérora et voit sa vie à elle. Mais à ce moment-là, il travaillait comme un fou. Il était dans un état de surmenage et d'aigreur incomparable. Je vais vous lire une description de ce qu'il était. Vous allez voir si ce n'est pas pitoyable à tout point de vue. Il avait des furoncles dans tout le corps. Il en avait dans le derrière, dans la bouche, partout. Et malgré ça, il travaillait, il hurlait, etc. Il se battait avec Lassalle, qui était son ami, et surtout dans cette société internationale d'ouvriers, il entra en lutte avec un Russe qui s'appelait Bakounine. Bakounine était un noble russe, idéaliste, et qui était lui aussi un collectiviste, mais un collectiviste anarchiste.
Il ne voulait pas comme Marx l'établissement d'un État puissant et d'une force. Il voulait un collectivisme pacifique qui supprimât l'État. Aussi, entre les deux hommes, une lutte épouvantable se livra pendant plusieurs années. Et Marx fut d'une impitoyable dureté. Il finit par faire expulser Bakounine du Congrès, mais comme ce n'était pas assez, il obtint l'occasion d'écrire une brochure sur le Congrès. Cette brochure s'appela l'Alliance de la démocratie sociale et l'association internationale. C'était un pamphlet malpropre, dont chaque ligne était une traîtrise, chaque affirmation un mensonge, chaque argument un faux, chaque mot une déloyauté. Il montrait d'effrayantes façons combien le génie polémique de Marx, qui avait brillé autrefois, était corrompu par la jalousie, la vanité et l'ambition. Quand Bakounine l'a lu, il répondit ceci dans le journal de Genève. Cette brochure est une dénonciation formelle, une dénonciation de gendarmes contre une association connue sous le nom d'Alliance. Emporté par une haine horrible, M. Marx n'a pas craint de se souffleter lui-même en assumant publiquement le rôle d'un mouchard calomniateur. C'est son affaire. Libre à lui d'exercer le métier qui lui plaît. Tout cela a réveillé en moi le plus grand dégoût de ma vie publique. Je suis là. J'ai passé toute ma vie à combattre, maintenant je suis fatigué. Donc, il avait vaincu Bakounine, il l'avait écrasé, mais lui-même s'était sali et diminué. L'Internationale qu'il avait créé et qui eut des congrès à Genève, à Lausanne, et ensuite qui transporta son siège à New York, cette Internationale finit par se débarrasser de Marx aussi, mais elle mourut en 1973. Marx, cependant, au milieu de toutes ces batailles, de toutes ces souffrances, avait créé sa grandeur. Il avait publié son gros bouquin qui s'appelait Le Capital. Il en avait publié le premier volume en 1867 et il travaillait furieusement à préparer les deux autres. Malheureusement, la maladie, la faiblesse, la douleur le tenaient de partout. Il avait marié ses filles, mais ses filles ne devaient pas être heureuses. Il avait en réalité, à cette époque-là, une vie extrêmement dure. Deux de ses filles se suicidèrent. Une autre finit par être si malheureuse qu'elle se sépara de son mari. Aucun des enfants de Marx ne réussit à avoir le genre de vie qu'il aurait voulu et qu'il espérait. Ce fut en somme un naufrage de sa famille. Et la chose lui fut d'autant plus pénible qu'en même temps, il constatait que le capital n'avait pas été approuvé ni applaudi d'une façon parallèle ou analogue ou correspondance avec tout le travail qu'il y avait mis. C'était donc une sorte de triple échec. Sa femme avait fini par mourir et lui vivait seul avec cette Hélène qui avait été sa servante, qui était leur servante et qui était encore la femme de confiance et qui lui tenait, qui était la dernière à lui tenir compagnie. Mais Engels avait continué à les aider, Engels avait continué à les soutenir, Engels avait continué à lui fournir les ressources dont il avait besoin, mais malgré tout ça, il vivotait, il était là, il était usé. Donc voici pour les enfants, je vais être plus précis que je n'ai été jusqu'ici. Laure avait épousé Lafargue. Jenny avait épousé Charles Longuet, qui était rédacteur en chef du journal des étudiants socialistes de Paris. Il était venu à Londres en 1966. Éléonore avait épousé un certain Lissagaret, historien de la Commune, réfugié à Londres en 1971.
elle s'était mariée, elle avait épousé d'abord Lisa Graham, ça n'avait pas marché, ensuite elle a épousé Aveling sans l'épouser, et elle s'est suicidée peu après, une autre aussi. Donc, telle était la situation dans cette triste famille. En mars de l'année 1983, Marx mourut. Il mourut d'une façon assez douce après sa femme. Depuis 6 semaines, écrit Engels, je redoutais tous les matins, en tournant le coin, de voir les rideaux baissés. Hier, 14 mars, à 2h30, la meilleure heure pour les visites, j'y suis allé, j'ai trouvé la maison en larmes, c'était la fin. Notre brave Hélène l'a soigné comme une mère ne soigne pas son propre enfant. Elle est descendue pour me dire qu'il sommeillait et que je pouvais venir, mais il était mort. Il était mort après une nuit extrêmement pleine, puisqu'enfin, il avait lancé le matérialisme historique, il avait fondé le communisme et la Première Internationale, il avait répandu des idées qui devaient avoir une réputation et une influence mondiale, mais au milieu de tout ça, il avait vécu une vie dure, une vie méchante, une vie hérissée de mensonges, d'insultes, d'attaques, de bassesses, et il avait rendu l'existence des enfants qu'il aimait, de la femme qu'il aimait, une existence horrible. Cette vie dure, cette vie brutale et malheureuse était bien l'ouverture de ce que devait être ensuite l'œuvre de ses œuvres. C'était bien l'ouverture de la grande campagne communiste, faite de cruauté, d'injustice, de mensonges. Et vous verrez demain, en étudiant sa pensée, qu'il avait marqué sa pensée profondément du sceau de sa personnalité, qu'il en avait fait vraiment sa chose, et que si elle a eu tant de peine à se répandre d'abord, c'est qu'elle lui était extrêmement personnelle, et que si elle s'est répandue ensuite, c'est qu'elle avait précisément ces qualités de dureté, de matérialisme qui convenaient à une époque comme celle de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, où les hommes se haïssaient entre eux, se jalousaient entre eux et s'entretuaient. Je suis désolé de vous parler de choses si tristes, mais il faut que vous les sachiez, car Marx, vous le verrez, vous le rencontrerez dans votre vie tout le temps, c'est le principal ennemi de l'Église. Il faut donc que demain nous étudions avec soin sa pensée. Je vous ai seulement laissé entrevoir quelques lueurs, pas suffisantes.